Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes mardi 26 décembre 2017, vous êtes sur la chaîne qui rassemble, bienvenue. Voici les titres de ce 13h. C'est dans la capitale politique que nous démarrerons ce journal. Yamoussoukro, où 103 élèves officiers militaires de Côte d'Ivoire et de l'étranger sont en fin de formation à l'école des forces armées de Zambakro. Ils ont été présentés au drapeau en présence de leurs parents et amis. La Direction générale du budget et des finances, elle, accélère la dynamique de réforme des finances publiques. Récemment, une centaine de contrôleurs budgétaires ont vu leur capacité renforcée en matière de gestion des finances publiques. Vous le verrez dans une dizaine de minutes. Les Libériens, eux, votent ce mardi pour élire leur nouveau président. Les électeurs se rendent aux urnes depuis 8 heures ce matin pour choisir entre la légende du football George Weah ou le vice-président Joseph Boakai pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Rendons-nous tout de suite à Yamoussoukro, où 103 élèves officiers militaires de Côte d'Ivoire et de l'étranger sont en formation à l'école des forces armées de Zambakro. Vendredi dernier, ces stagiaires ont été présentés au drapeau en présence de parents et amis. Cette cérémonie, qui est le signe de leur aptitude à servir leurs nations respectives, marque ainsi la fin de 3 mois de formation commune de base. C'était en présence du chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Doumbia Lassina, représentant le général de corps d'armée Touré Sekou. Léon Bro, RTI Boaké. Défilé pour montrer leur parfaite assimilation des techniques de l'ordre serré, 16 élèves officiers, 103 au total pour l'année académique 2017-2019, sont en fin de formation commune de base. 3 mois pour acquérir les compétences techniques et tactiques pour être des soldats exemplaires. Puis voici la 49e promotion d'élèves officiers d'active et la 12e promotion de médecins élèves officiers devant le drapeau, symbole de l'État qu'ils devront désormais servir en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances et même au péril de leur vie. Instruction du commandant école des forces armées. Sur l'une des faces, il est écrit République de Côte d'Ivoire. En dessous, le logo de l'école des forces armées et l'inscription « S'instruire pour vaincre ». Ce drapeau est votre raison de vivre. Vous devez le défendre avec honneur et bravoure. Ces ordres sous la bienveillance de la hiérarchie militaire représentés par le général de brigade Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées adjoint, également des conseils aux nouvelles recrues. Agissez avec honneur, franchise, loyauté, impartialité, courage et abnégation. Sur les 103 stagiaires présentés au drapeau, 86 dont les 8 femmes et 14 médecins sont ivoiriens, les 17 autres des étrangers. La Direction générale du budget et des finances accélère la dynamique de réforme des finances publiques, réforme qui prend en compte la mise à niveau des acteurs du circuit de la dépense publique. Récemment, une centaine de contrôleurs budgétaires ont vu leur capacité renforcée en matière de gestion des finances publiques. Et au-delà de la formation, la Direction générale du budget et des finances mise également sur des mécanismes novateurs. Les précisions de Mahama Traoré. Ce sont au total 109 agents de la direction du contrôle budgétaire qui ont vu leur capacité renforcée sur plusieurs thématiques, notamment la méthodologie de rédaction du rapport spécial du contrôleur budgétaire, les principales étapes de la passation des marchés publics, la présentation et l'analyse du compte financier de l'agent comptable. Avec ces rudiments, les contrôleurs budgétaires sont désormais outillés pour une meilleure gestion des finances publiques, une réforme portée par la Direction générale du budget et des finances. J'exhorte l'ensemble des contrôleurs budgétaires à persévérer dans l'effort en vue d'un contrôle budgétaire plus performant pour une meilleure gestion des finances publiques. La réforme de la gestion des finances publiques implique également la dématérialisation des procédures des marchés publics, c'est-à-dire informatiser l'ensemble des opérations permettant la passation et la gestion des marchés publics. Cette innovation va entraîner plus de célérité dans les échanges d'informations, une réduction des coûts, une meilleure absorption des crédits budgétaires et le renforcement de la transparence.
Encore en phase expérimentale, la dématérialisation des procédures de marché public serait effective à compter du 1er janvier 2019. Du côté de Saint-Fra, dans la région de la Maraoué, les populations ont rendu hommage au président Alassane Ouattara pour avoir contribué au développement de leur région. Une initiative des élus, des cadres et des chefs traditionnels de la Maraoué qui estiment que toutes les promesses de campagne du chef de l'État, les promesses concernant leur région, ont été tenues. La correspondance de Ngana Konaté. Les populations de la Maraoué, venues en grand nombre, tiennent à exprimer leur entière reconnaissance au président de la République, dont les actions au sommet de l'État ont abouti à une Côte d'Ivoire nouvelle. Une Côte d'Ivoire où les infrastructures sont réalisées dans toutes les régions. Nous tenons à affirmer notre fierté de conduire une organisation qui magnifie les actions de celui-là qui, en moins de 6 ans, a repositionné notre pays. Oui, avec Alassane Ouattara, on peut dire que la Côte d'Ivoire est vraiment au travail. Epiphane Zoro, organisateur de cette journée d'hommage, est allé dans le même sens. Dès que le président de la République a accédé au pouvoir, il a mis son leadership au service d'une priorité, et sa priorité, c'est le socio-économique. La secrétaire générale du RDR, Kandja Kamara, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de la cérémonie, a salué cette initiative tout en invitant les jeunes et les femmes de la région de la Maraoué à soutenir le chef de l'État dont les mérites sont reconnus à l'international. Il y a quelques semaines de cela, le monde entier, en reconnaissance au mérite du président de la République Alassane Ouattara, le monde entier s'est retrouvé à Abidjan au cours du sommet Union africaine, Union européenne. Oui, chers parents, vous avez raison de magnifier cet homme. La ministre Kandja Kamara s'est aussi adressée aux parents d'élèves concernant les récentes perturbations qu'a connues l'école ivoirienne. Je demande aux parents de Saint-Fra de la Maraoué, parlez à vos enfants. Parlez à vos enfants. Tous ceux qui s'en vont déloger leurs camarades dans les écoles, ils ont des parents ici à Saint-Fra. Mais que disent leurs parents? Que disent leurs parents? C'est pour ça, chers parents, ne laissez pas des gens gâcher la vie de vos enfants. Si vous les laissez gâcher la vie de vos enfants, demain ce serait un problème pour vous-même. À ce grand rassemblement, un important don composé de matériel agricole, de jouets pour enfants a été fait à la population de la Maraoué de la part du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Merci. À Abidjan, la direction générale de l'École nationale d'administration sensibilise les étudiants à l'adoption d'un comportement citoyen. C'était vendredi dernier lors de la journée dénommée ENA propre et sportive sur le thème l'énarque et l'éco-citoyenneté. Patricia Omouetia. L'ouverture de cette journée ENA propre et sportive a été marquée par une conférence ayant pour thème l'énarque et l'éco-citoyenneté. Selon le conférencier, l'éco-citoyenneté vise à favoriser la réalisation du droit de tout homme dans un environnement sain. L'ENA doit être le fleuron de la propriété aujourd'hui. L'ENA ne doit pas être sale. Et c'est pour ça que nous encourageons ces genres d'initiatives et le ministère voudrait les appuyer. S'inscrivant dans la perspective du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, le conférencier a invité les ENAC à s'engager résolument dans la politique gouvernementale en matière de lutte contre l'insalubrité à travers l'opération Grand Ménage. Il a indiqué qu'en Côte d'Ivoire, on note 0,77 kg de déchets par habitant et par jour, avec 3600 tonnes de déchets produits par jour. Nous avons initié ensemble cette journée pour marquer notre attachement, notre adhésion à la politique de salubrité et de l'hygiène de notre pays. Pour le directeur général de l'école, cette initiative doit se poursuivre. Nous tenons à la propreté à l'École nationale d'administration et nous les interpellons souvent, je pense qu'ayant pris conscience de ce fait-là, ils se sont donnés comme obligation d'instituer cette journée qui va
être pérennisée. La première édition de la journée ENA propre et sportive s'est poursuivie à travers une remise symbolique de matériel de nettoyage et de ramassage d'ordures. Cette manifestation du comité des élèves de la 53e promotion de l'ENA a pris fin dans une ambiance conviviale. 2600 Ivoiriens ont été rapatriés cette année du Libéria. Ces ex-réfugiés vivent maintenant en Côte d'Ivoire grâce aux efforts conjugués du HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés et ses partenaires, en collaboration bien sûr avec l'État de Côte d'Ivoire. Comment s'est faite la réintégration de ces Ivoiriens après plusieurs années passées hors de leur pays? Élément de réponse avec Amadou Ouattara-Walter. Dépaysés et timides à leur arrivée dans cet établissement scolaire, Noël Sibli et Josiane Ompoulou, en classe de CM2, se sont bien adaptés au système éducatif ivoirien. Nous sommes à l'école primaire publique EPP Yokobo 1 de l'inspection de l'enseignement primaire IEP de Tabou. Réhabilité par le HCR, Haut Commissariat des réfugiés, accueille 68 écoliers venus du Libéria. Au Libéria, on a lundi, mardi, mercredi, on n'a pas cours toute la journée. On n'a pas de problème avec un de mes camarades. Je suis contente, je suis revenue en Côte d'Ivoire, moi et puis mon père et ma mère, et puis je viens à l'école. De par leurs efforts et leur sociabilité, ces écoliers retiennent l'attention des encadreurs et bénéficient de l'estime de leurs camarades apprenants. Ça a été lent, mais aujourd'hui, je crois que ça va. Il y a une qui a 12 de moyenne, c'est la plus forte, suivie de l'autre qui a 11, 30 et quelques. Nous nous attendons très bien. Nous sommes des frères inséparables. Nous nous amusons très bien. Si au niveau des tout-petits, l'instruction scolaire se déroule bien, l'ambiance est davantage au beau-fils au sein du centre de formation professionnelle situé au quartier Port-Boué de Tabou. Ouvert en 2013, ce centre a déjà formé 1000 apprenants, notamment 70% des réfugiés et 30% de la population haute. Objectif: contribuer à la formation des populations ivoiriennes rapatriées vivant dans la zone de Tabou afin de faciliter leur réintégration sociale et économique. Ici, l'insertion se fait de la manière la plus simple possible. Le HCR continue de mettre à notre disposition des kits d'installation, mais pour 10% de nos effectifs. Donc si on a 300 apprenants en une année, on a 3 à 30 kits d'installation. Depuis l'année dernière, on a commencé à travailler avec l'agence emploi jeune, la direction de San Pedro, qui également, avec le concours du HCR et d'ASAPSU, a mis à notre disposition une enveloppe de 2 500 000 pour aider à l'installation de nos apprenants. Cette jeune fille mère est une ex-réfugiée qui est à la fin de son cycle de formation qui a duré 9 mois. Aujourd'hui, je peux faire une grille, je peux faire une porte, un fourneau, moule, voilà le moule qui est là. Et depuis maintenant, quand c'est le travail des garçons, les garçons ils sont sales. Non, moi, ce n'est pas mon problème. Plus de 150 apprenants ont été installés à leur propre compte. J'ai eu des apprentis. Il y a des filles qui sont au centre, qui viennent aussi, en attendant que, comme elles n'ont pas encore fini, elles viennent pour apprendre un peu avec moi. Je peux dire, bon, par la grâce de Dieu, je gagne des clients et ça va bien. Au total, 25 convois de rapatriés ont été effectués par le HCR en 2017. Plus de 2600 ex-réfugiés venus du Libéria, issus de 679 familles, ont bénéficié d'appui pour leur réintégration. Mais ils continuent d'être confrontés aux problèmes de logement et d'accès aux titres fonciers. La paix qui est là ne lui appartient pas. Comme nous sommes les rapatriés, on est venus, on nous est logés là. Mais ceux qui ont les terrains même là, souvent ils nous fatiguent, ils disent que ce lieu où tu es, tu n'as pas les papiers. Dans le programme de la réintégration des rapatriés, alors il y a ce qu'on appelle la construction des maisons pour les personnes vulnérables. Et la vulnérabilité peut être soit parce que la personne est infirme, parce que la personne est veuve, parce que la personne n'a aucune autre capacité sociale. Le besoin exprimé, ce sont les 679 familles qui ont besoin de construire des maisons. Mais cette année, nous n'avons seulement pu construire que 73 maisons sur le fonds HCR et 53 autres que nous venons de lancer le processus de construction. De retour au pays, bon nombre de femmes réfugiées mènent des activités agricoles et commerciales. Avec le reste de la communauté, ces réfugiés cohabitent en parfaite harmonie. Ils louent le Seigneur, comme ici à Outouké, un village pas loin de Tabou. Chants et prières pour célébrer les retrouvailles, mais aussi pour consolider la paix et la stabilité dans le secret espoir d'obtenir davantage d'appui au niveau des prises en charge sanitaires, sociales et surtout pour que les dépenses liées à l'éducation de leurs enfants soient des soucis résolus. Comme quoi, on est mieux que chez soi.
Et vous le savez peut-être, la région du Tonkpi est depuis quelque temps confrontée à des conflits fonciers et d'autres formes de crises communautaires. Pour désormais lutter contre la survenue de ces crises, le règlement des différends se fera désormais dans une cour à Biankouma, une sorte de tribunal communautaire qui va servir de cadre de promotion de la cohésion sociale. Il s'agit de la maison du vivre ensemble. La ministre Mariatou Kone a lancé récemment les travaux de la structure. Mamadou Kwasi, de retour de Biankouma. Sur ce site sortira dans quelques mois un bâtiment neuf, une infrastructure qui va servir de cadre de rencontre et de règlement de conflits communautaires dans la région de Tonkpi. Ce futur centre multiethnique de médiation et d'arbitrage, baptisé la Maison du Vivre Ensemble, va coûter la somme de 50 millions de francs CFA à l'État ivoirien. La ministre Mariatou Kone, initiatrice de ce projet, soutient que cette maison va permettre aux différents chefs de communauté de prévenir les conflits dans le département de Biankouma, mais au-delà, dans toute la région du Tonkpi. L'objectif principal, c'est vraiment la prévention des conflits en Côte d'Ivoire, faire en sorte que la cohésion sociale et la stabilité règnent sur l'ensemble du territoire. C'est pour cela que les chefs de village, de communauté, de canton sont nos partenaires. Dans cette œuvre-là, ils sont pour nous des vecteurs de cohésion sociale, des vecteurs de paix. Au nom des chefs de village et de communauté, le chef de canton de Biankouma, Louati Soumaoro, a exprimé la satisfaction du peuple d'An et de l'ensemble de la communauté. Il affirme que cette maison de vivre ensemble leur permettra de jouer pleinement leur rôle de régulateur de paix. Cette maison vient tout simplement emboîter le pas, faire en sorte que cette collaboration avec le peuple Yakuba et les autres peuples habitants de la zone de Biankouma soit une zone de paix, une zone de stabilité, parce qu'il faut la stabilité dans le pays pour que le développement vienne. Cette maison arrive après celle réalisée à Boguébia, dans le département d'Issia. Les différents intervenants ont exprimé leur gratitude au gouvernement et surtout à la ministre Mariatou Kone, qui a annoncé l'ouverture prochaine d'une antenne de l'Institut de formation et d'éducation féminine à Biankouma. Le CDNA, c'est le Conseil pour le développement du Nanafoué qui a décidé de fédérer toutes les intelligences et forces vives, en l'occurrence les cadres. Le samedi 16 décembre dernier, à Tiéguacro, le CDNA a procédé au lancement officiel de ses activités. Le gouverneur Augustin Thiam et le ministre des Infrastructures économiques Amédée Kwaku Kofi faisaient partie des témoins. On retrouve notre reporter Léon Brou. Chantier du collège moderne d'Atiéguacro. Les travaux vont reprendre, confie le gouverneur de Yamoussoukro. La personne qui avait été attributaire ne donnait pas satisfaction. Nous avons dénoncé le contrat, nous avons réattribué et d'ici quelques mois, le collège sera totalement achevé. Cette promesse, comme un coup de main au CDNA, le Conseil pour le développement du Nanafoué. Pour sa sortie officielle, présentation du bureau et investiture du président. Professeur Justin Koufi annonce pour cette fédération de cadres et mutuelles un plan d'action en 4 volets. Éducation, formation et emploi jeunes, santé, culture et genre, agro-industrie, artisanat et commerce, énergie et infrastructure. Réaliser le Trans-Nanafoué pour réguler nos produits et faire déplacer nos populations. Assurer l'électrification de tous nos villages. Donner de l'eau pour tous. Aussi prévu, hygiène, recensement des populations, répertoire des cadres et étudiants Nanafoué. Le CDNA, donc en phase avec le gouvernement, dira le ministre des Infrastructures économiques en réponse aux doléances. Le chef de l'État a souhaité que dans tous les villages, 100% des pompes seront réparées au compte de l'État. Dans toutes les sous-préfectures, le chef de l'État a souhaité construire des châteaux d'eau. À partir de 2018, au lieu de payer 147 000 francs pour avoir de l'eau, vous n'allez payer que 1 000 francs CFA. Pour la réalisation de ce programme, Amédée Kwaku requiert depuis Atiéguacro la paix vraie et durable pour la Côte d'Ivoire. Je vous invite à présent à emprunter l'axe San Pedro-Tabou, long d'environ 100 km. Une route difficile à pratiquer pour les usagers. Chute de motocyclistes, patinage, auto-immobilisation de véhicules ou même accident dû aux vagues de boue. L'on rencontre tout type de désagréments sur ce tronçon. Un accident est d'ailleurs survenu en fin de semaine dernière. Accident qui a engendré un embouteillage inhabituel, occasionnant ainsi pour des longues heures d'attente. Le constat d'Amadou Ouattara Walter. Un accrochage provoque une longue file d'attente de différents types de véhicules. Nous sommes à mi-chemin sur la route San Pedro-Tabou, une distance d'environ 100 km. Un témoin donne sa version des faits.
Il y avait un dîner avec un camion qu'ils ont fait à Coursas. On dit qu'à s'arranger pour quitter et dit non, l'autre demande constat. Donc on est resté dans ça, la pluie aussi est venue. Quand la pluie est venue maintenant, pour que les autres camions viennent, c'est impossible. Bon, nous, avons un pont là, on ne peut pas partir. Donc c'est là, il y a eu un embouteillage. Les chauffeurs du véhicule de transport de médicaments pharmaceutiques et du gros camion impliqués dans cet accrochage accusent l'état de la route. Je quittais Tabou, je allais sur San Pedro. Et lui partait, donc en se dépassant, c'est accroché. C'est la route qui a provoqué. C'est le patin qui a provoqué tout. Il y a eu peu de temps, parce que depuis 13 ans on est là. Il n'y a pas de passage, tout est bloqué. On attendait seulement ce qu'on fait le constat. Maintenant ils viennent d'arriver, on fait le constat et puis bon, on voit ce qu'on peut faire après. Une pluie qui s'est invitée dans l'incident n'a fait qu'aggraver l'état de la route. La voie étant obstruée, la petite partie de la route qui servait de passerelle s'est transformée aussitôt en vague de boue, immobilisant les véhicules. Conséquence, des désagréments aux usagers de la route sont enregistrés, notamment des patinages, plusieurs heures d'attente. Plus de 4 heures de temps. Ce matin même, quand on passait, j'ai même dit à mon collègue que vraiment, ce serait difficile quand on serait de retour s'il pleut. Effectivement, il a plu. Mais c'est dégradant parce que de là jusqu'à Prolo, la route est complètement dégradée. On est passé le matin, on a mis du temps pour arriver à Prolo. On a quitté Prolo à 15h, on arrive ici. Il y a ça encore. J'étais dans la boue, en train de sortir. Il y a une bâchée qui était derrière moi tout juste, en train de klaxonner. Bon, donc, j'ai voulu lui céder la place. J'ai glissé, puis bon, je suis tombé. Je ne suis pas contente parce que ça bloque les gens, ça fatigue les gens. On est en retard, quoi. On n'arrive pas vite où on s'en va. Je souhaite que l'État arrange un peu d'autres tabous, la voie là. C'est un peu fatigant. Heureusement qu'une niveleuse réussit à traiter cette partie de la route. Pour le grand bonheur des usagers qui attendaient impatiemment, la circulation reprend. En cette fin d'année, c'est le lieu d'inviter les automobilistes à la prudence, à l'indulgence, surtout au sens du civisme afin d'éviter de telles situations. Je vous ramène à Yamoussoukro, cette fois pour prendre part à la réunion des artisans de Côte d'Ivoire. Sur place, les acteurs du secteur artisanal ont planché sur toutes les questions liées à leurs difficultés, les difficultés d'affronter les nouveaux défis du développement. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, à travers son directeur de cabinet, les a exhortés à quitter l'informel afin de contribuer activement au développement économique du pays. Le reportage de Charles Tatou, notre confrère de RTI Boaké. Plus de 80% d'emplois proviennent du secteur artisanal en Côte d'Ivoire. Pour preuve, 7466 nouveaux acteurs ont intégré le secteur au cours des 2 dernières années, dont 4000 jeunes, 466 individus et 3000 ex-combattants. Bien que ce secteur soit pourvoyeur d'emplois, nombreux de ces acteurs semblent méconnaître leur importance pour le développement économique du pays. Ils travaillent encore dans l'informel, loin de se mettre en conformité avec les règles régissant le métier de l'artisanat. Une situation alarmante dont les causes sont multiples. Il faut que l'État nous concède des activités dans le secteur de l'artisanat qui peut nous permettre d'avoir des ressources. Et cela va empêcher les immigrations que nous constatons par-ci, par-là. Bilan et perspectives obligent. Le Bureau national de la Chambre des métiers et les présidents régionaux de cette structure se sont rencontrés à Yamoussoukro. Objectif, plancher sur les mots qui minent le bon fonctionnement du système de la Chambre des métiers. Une rencontre placée sous la présidence du ministre du Commerce, représentée par son directeur de cabinet. Le représentant du ministre les exhorte à faire preuve de professionnalisme. Comment donc faire pour qu'en tant qu'artisans, nous ne restions plus dans le cadre de l'artisan malheureux pour devenir des groupements d'artisans qui soient des PME capables d'accéder à des marchés parce que l'individualité ne paie plus. On dénombre pour l'heure 6 millions d'artisans en Côte d'Ivoire. L'NCA vient de célébrer la journée de l'excellence et du mérite, une journée pour présenter la distinction reçue lors de la 5e édition du Prix national d'excellence. Il était aussi question de récompenser les différents artisans de l'École nationale de statistique et d'économie appliquée. C'était jeudi dernier en présence de Nialé Kaba, la ministre du Plan et du Développement durable. Reportage Nadia Eja et Cheikh Kone Aboubakar. L'excellence était au cœur de cette cérémonie.
Les anciens directeurs, les associations d'étudiants et 19 jeunes filles lauréates du concours d'entrée à l'UNCA ont été distinguées. Cette journée de l'excellence et du mérite, c'est pour reconnaître le travail et le mérite de l'ensemble du personnel de l'UNCA, personnel administratif, technique et enseignant de l'UNCA qui a été distingué. La rigueur et la recherche de l'excellence sont des valeurs qui se sont transmises de génération en génération pendant ces 56 années d'existence de l'école. Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement durable, a félicité le directeur et tout son personnel pour le travail abattu. Elle a par ailleurs salué les initiatives visant à encourager les jeunes filles au métier de statisticien. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les performances et même lorsque nous regardons ceux qui ont été récompensés à travers donc, les différents prix qui sont passés, les filles occupent une bonne place. Une campagne de sensibilisation sera entreprise à partir de janvier 2018 dans le cadre de cet appel. L'objectif est de passer d'un taux de présence des filles qui est de 20% aujourd'hui à 50% d'ici à une dizaine d'années. Venons-en maintenant à l'opération Un citoyen, un ordinateur qui s'étend désormais aux journalistes ivoiriens. Cette phase a été lancée jeudi dernier, vous le voyez là en image. Elle a été donc lancée par le président de l'UNJCI, le président du CNP et la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité du journaliste professionnel. Et bien sûr, étaient également présents les responsables de la structure en charge de la distribution des ordinateurs. Seuls les journalistes et les professionnels de la communication disposent d'une carte professionnelle seront bénéficiaires de ce projet. Coût de l'opération, 120 000 francs CFA, montant payable sur 6 mois. Cela pour permettre aux journalistes ivoiriens de disposer d'un outil performant de travail, un ordinateur portable de grande capacité. La Chambre nationale des huissiers de justice de Côte d'Ivoire vient de procéder au renouvellement des instances. À l'issue de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue récemment, le président sortant a été réélu pour un autre mandat de 2 ans avec plus de 96% des voix. Un second mandat que le président place sous le signe du rayonnement de la corporation. On en sait plus avec Astou Touré. La confiance renouvelée. Julia Ossissé rempile pour un second mandat à la tête de la Chambre nationale des huissiers de justice de Côte d'Ivoire. Un deuxième mandat qu'il entend placer sous le signe du rayonnement de ce corps de métier. Il y a certaines personnes qui se prétendent être huissiers de justice, je veux dire des usurpateurs, et ça réjaillit sur l'image de la profession. Donc je crois que désormais, par des attributs que nous avions déjà faits, il y a cela 2 ans, le tableau et l'annuaire, tel que prévu par l'article 31. Aujourd'hui, nous savons qui est huissier de justice réellement. Et nous allons encore le marquer par les différents types de formations. Intermédiaire entre le citoyen et l'appareil judiciaire, l'huissier de justice est un maillon essentiel et indispensable du fait de sa présence au commencement, pendant et à la fin d'une procédure judiciaire. En termes de perspective, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice entend rapprocher davantage l'institution de la population. Je vous apprends que désormais, nous n'allons plus nous appeler huissiers de justice, les commissaires de justice, parce que c'est un projet qui est déjà sur la table du garde des Sceaux qui va passer à l'Assemblée nationale. Et nous aurons beaucoup d'attributions, nous serons pris en compte dans différentes décisions dans ce pays comme ailleurs. Juristes de proximité que nous sommes, nous allons nous faire sentir pour le mandat ou bien la confiance que nous témoigne la Constitution, sinon le peuple ivoirien. Le pays compte environ 360 huissiers de justice. La fête de Noël a été célébrée le 25 décembre dernier partout en Côte d'Ivoire. Et à l'occasion de cette fête de Noël, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a offert 8000 cadeaux aux enfants des pouponnières et à des écoliers de Boaké. Kader Sogodogo signe ce reportage. Noël, fête chrétienne, rime bien avec distribution de cadeaux. Les enfants reçoivent ces cadeaux des mains du Père Noël. Cette tradition, 8000 enfants de Boaké vont la vivre grâce au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a dépêché dans la capitale de la région de Béké son conseiller technique Touré Souleymane avec à ses côtés le Père Noël. La pouponnière de Boaké, des écoles primaires, des villages, partout où la délégation est passée, ce sont des enfants excités à l'idée de recevoir un cadeau pour la Noël qui l'attendait. Je suis très contente d'avoir reçu un cadeau pour la fête de Noël. Je dis merci à papa, Amadou, Gon
Koulibaly. Cette action du Premier ministre vise surtout à susciter l'excellence chez les tout-petits. Le Premier ministre a un message d'amour, d'encouragement au travail bien fait. Le Premier ministre retient que pour que nous allons à l'émergence, il faut une formation de base efficace. Et donc ici pour nous, c'est de donner des conseils aux enfants parce que nous sommes aussi chargés du civisme. Donc de passer dans les écoles, de demander aux enfants de prendre l'école au sérieux, mais de savoir aussi que ceux qui reçoivent les récompenses, ceux qui reçoivent les cadeaux, c'est ceux qui ont bien travaillé. Après Bouaké, d'autres villes seront visitées par les envoyés du Premier ministre, toujours avec le même objectif, procurer de la joie chez les enfants pendant la fête de Noël. Et c'est au lendemain des festivités de Noël que les Libériens votent. Ils votent ce mardi pour élire leur nouveau président. Les électeurs se rendent aux urnes avec 7 semaines de retard sur le calendrier initial pour déterminer qui de la légende du football George Weah ou du vice-président Joseph Boakai succédera à Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures ce matin aux quelques 2 100 000 électeurs. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, je me permets de vous rappeler le site internet rti.ci. Portez-vous bien et je vous donne rendez-vous demain à 13 h.